Quelque part en France, sur le bord de la route, un entrepôt anonyme, placé sous haute sécurité, caméra de surveillance et badge à l'entrée. Interdiction de révéler l'endroit où nous sommes, car ce bâtiment est stratégique pour l'État français. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation d'y pénétrer. Nos guides, Claude Avaro et Bernard Vandenove. À eux deux, ils gèrent pour la France un stock de la plus haute importance. Voilà. Un stock situé derrière cette lourde porte, dans une immense chambre froide. Il fait 5,6 degrés exactement. Une température obligatoire, car ici, on conserve une grande partie des vaccins commandés par la France contre la grippe A. Bien ça, c'est une palette de Pandemrix. Donc vous avez sur cette palette 80 000 doses. Donc ici, dans cette chambre froide, il y a 320 000 doses. Pandemrix, Panenza ou Fossetria, le vaccin de la grippe A décliné sous plusieurs marques et commandé en quantité astronomique, 94 millions de doses, valeur totale plus de 700 millions d'euros. Vous avez ici une boîte qui contient 500 doses vaccinales. Dans ces cartons, des boîtes pour faire 500 vaccins d'un coup. Ça, c'est ce qui protège contre la grippe A. Voilà, exactement. Il y a aussi des boîtes plus petites, avec des vaccins directement dans des seringues. De cette présentation, nous avons 200 000 doses. Des boîtes de 1, mais aussi des boîtes de 10. Là, on en a un petit peu plus. C'est même devenu un peu difficile pour Bernard Vandenove de s'y retrouver. Effectivement, et les quantités donc varient tous les jours. Là, 460 000 doses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs millions de ces doses ne seront pas utilisées. La France se retrouve avec tout un stock de vaccins sur les bras et elle ne sait plus quoi en faire. La grippe A. À la une de l'actualité. Un virus qui apparaît il y a 10 mois et qui inquiète la Terre entière. Je suis assez effrayé, je n'ai vraiment pas envie d'être infecté par ce virus. Une grippe d'un genre nouveau, très contagieuse, qui alarme les spécialistes car elle ne tue pas que les personnes âgées, mais aussi des jeunes et des adultes. Dans les 25 dernières années, on n'a pratiquement jamais été confronté à des atteintes pulmonaires aussi graves. Pour contrer ce fléau annoncé, les laboratoires pharmaceutiques se lancent dans une course contre la montre pour mettre au point le vaccin. On a augmenté notre capacité ici pour produire jusqu'à 10 fois plus de vaccins que pendant une année normale avec la grippe saisonnière. En France, c'est la mobilisation générale. Pour la première fois, le gouvernement organise une vaccination de masse. Plus de 1000 centres ouvrent partout en France. La campagne de vaccination doit être un succès. Problème, seuls 6 millions de Français se font vacciner, 7 fois moins que prévu. La facture est astronomique, plus d'1 milliard d'euros. Alors, gâchis, fiasco, comment en est-on arrivé là? Était-il possible de dépenser moins d'argent? Voici l'histoire de ce très cher virus, de la grippe A. À l'origine de cette mobilisation sans précédent, il y a une peur, une panique qui saisit les scientifiques et les gouvernements du monde entier. En région parisienne, un petit groupe de personnes connaît la grippe A mieux que quiconque. On les appelle les veilleurs. Leur travail, détecter dans le monde entier l'apparition de toute nouvelle maladie. Nous sommes à l'Institut de veille sanitaire. Pour la grippe A, le chef, le docteur Marc Gastelu, a mobilisé toutes ses troupes. Il y a eu des gardes qui ont été assurés, des gardes de nuit, des gardes de week-end. Sur le pied de guerre un peu, quoi. Oui, c'était une organisation qui devait faire face vraiment à un événement assez exceptionnel. Tout à fait. Merci beaucoup. Tel un détective, Marc Gastelu va suivre la grippe A à la trace. Tout commence en mars dernier. Ce que nous avons vu, nous, à un moment donné, c'est que le Mexique déclarait au mois de mars un nombre anormal
de cas de grippe et un nombre anormal de décès. État de Veracruz, au Mexique. C'est ici, dans le petit village de La Gloria, qu'une maladie respiratoire frappe près de 500 personnes sur les 3000 habitants. On suspecte une ferme d'élevage de porcs toute proche d'être à l'origine de cette maladie. Une ferme de 40 000 têtes, aux conditions d'hygiène désastreuses. À l'abri des regards, entassées, des carcasses de bêtes mortes en décomposition. Toux, fièvre. En quelques jours, plusieurs habitants de La Gloria meurent de cette grippe. Et en 3 semaines, le virus foudroyant gagne la capitale, Mexico. On parle de 150 morts. La psychose gagne le monde entier. Et on commence ce soir avec cette épidémie à Mexico. Mexique, États-Unis, Canada, puis l'Europe, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, l'Asie et l'Amérique du Sud, la Norvège, la Finlande, l'Afrique, l'Australie. En 1 mois et demi, sur tous les continents, plus de 70 pays sont touchés par cette grippe. Mais alors, quel est exactement ce virus à l'origine de cette épidémie ? À ce moment-là, le monde entier se tourne vers les scientifiques. Et c'est le 23 avril que des chercheurs américains et canadiens identifient le virus. Il s'agit du H1N1, une variante de la grippe. Pour les spécialistes, c'est une très mauvaise nouvelle. Parmi les experts qui travaillent activement sur ce virus, il y en a un de renommée internationale. Pour le rencontrer, il faut aller à Rotterdam, aux Pays-Bas. Sur la grippe, c'est l'un des virologues les plus influents. Le professeur Albert Osterhaus. Ici, à l'université où il travaille, on l'appelle le chasseur de virus. Qu'est-ce qu'il y a dans ces grands frigos ? Mais je peux vous montrer si vous voulez. Depuis 30 ans qu'il fait ça, Albert Osterhaus s'est construit son petit trésor, une encyclopédie des virus, conservée dans ses grands bacs, à moins 133 degrés. Vous voyez, chaque petit flacon contient un virus différent. Bon, ici, ce sont des virus d'hépatite B chez le phoque. Mais on a aussi plein de sortes de virus de la grippe. On a ici tous les virus sur lesquels on a travaillé. Ces virus sont un peu comme ma collection de timbres. Ce sont des boîtes pleines de virus. Et si vous regardez la pièce, tous ces congélateurs en sont remplis. Seulement ceux qui ne sont pas très dangereux, bien sûr. Tout le contraire de ce H1N1 que découvrent alors les scientifiques. Certains spécialistes, comme le professeur Osterhaus, l'affirment, il est très dangereux. D'ailleurs, un virus qui lui ressemble beaucoup a déjà sévi par le passé. Entre le virus de la grippe espagnole et celui-ci, il y a des points communs. C'est le H1N1, venant des oiseaux, par les porcs, qui se transmet aux hommes, apparu lui aussi en Amérique du Nord. La grippe espagnole, l'une des pages les plus sombres de l'histoire. En 1918, au sortir de la guerre, dans des conditions sanitaires toutefois très différentes, ce même H1N1 fait 50 millions de morts. Toutes ces similitudes entre le virus mexicain et celui de la grippe espagnole, c'est pour cela qu'on s'est préparé au pire. Alors, pour éviter cette catastrophe redoutée, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chargée de gérer la crise au niveau international, va prendre une décision lourde de conséquences. Pour la première fois de son histoire, la numéro 1 de l'organisation, Margaret Chan, déclenche le 11 juin l'alerte maximale, la phase 6. J'ai décidé d'élever le niveau d'alerte sur la grippe de la phase 5 à la phase 6. Désormais, le monde doit faire face à une pandémie grippale. Ça veut dire que les pays doivent se préparer, appuyer sur le bouton et déclencher leur plan anti-pandémie.
Cette décision de l'OMS va déclencher la plus grande opération de vaccination jamais organisée à l'échelle mondiale. En France, la grippe devient une affaire d'État. Une cellule de crise est mise en place. Et c'est même une question de sécurité nationale. Aux côtés de Roselyne Bachelot, Michèle Alliot-Marie, à l'époque ministre de l'Intérieur, désormais c'est elle qui prend les commandes. C'est un travail très interministériel qui est piloté par le ministère de l'Intérieur au titre de son rôle dans la protection des Français dans toutes les situations. Et le gouvernement ne fait pas les choses à moitié. Parmi les grands pays, la France est l'un des rares qui choisissent de vacciner toute la population. En coulisses, se profile alors un enjeu économique colossal. Nous sommes à Villejuif, au Centre de recherche sur la médecine. C'est ce que nous confirme Patrick Zilberman, historien de la santé. Quand le 11 juin sonne, là, les labos, ils se disent quoi ? Les labos, officiellement, les labos se disent nous sommes prêts, nous attendons les ordres de l'OMS. Officieusement, ils se disent voilà une bonne opération en perspective. Les laboratoires pharmaceutiques, des géants comme l'anglais GSK, le français Sanofi, le suisse Novartis ou l'américain Baxter. La décision de l'OMS leur donne le feu vert pour vendre des millions de vaccins, avec à la clé des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, comment l'OMS a-t-elle pris sa décision ? Sur des critères scientifiques ou pour d'autres raisons ? Chez certains, le doute s'est installé. À Strasbourg, au Conseil de l'Europe, un député allemand est le premier à s'interroger. Wolfgang Wodarg sait de quoi il parle. Président de la commission santé, il est aussi médecin, spécialiste des épidémies. Il a suivi avec attention la façon dont l'OMS a géré cette crise sanitaire. Et il reproche à l'Organisation mondiale de la santé d'avoir un peu trop facilement déclaré l'alerte maximale. Et pour ce faire, elle aurait modifié la définition d'une pandémie, une épidémie à l'échelle mondiale. L'OMS a établi une nouvelle définition pour cette phase 6 de pandémie, en abandonnant 2 critères qu'elle avait toujours utilisés avant. Le premier était qu'il devait y avoir beaucoup de malades. Et le second, c'était un nombre très important de morts. C'était dans la définition du mot pandémie auparavant. Beaucoup de malades, beaucoup de morts. Et ils ont juste abandonné ces 2 critères. Aujourd'hui, l'OMS se défend d'avoir changé sa définition. Pourtant, cette définition, la voici sur le site internet de l'organisation, 1 mois avant que l'OMS ne déclenche l'alerte. Une pandémie est caractérisée par un nombre très important de morts et de malades. Étrangement, quelques semaines plus tard, ces 2 critères disparaissent. Une pandémie, ce n'est plus que la propagation d'un nouveau virus. Rien de plus. Résultat, au 11 juin, avec 144 morts dans le monde, bien loin des 250 000 morts que fait la grippe saisonnière chaque année, l'OMS déclenche tout de même l'alerte. Avec cette nouvelle définition, vous pouvez facilement déclarer une pandémie chaque année. À ce rythme-là, l'OMS assure aux labos pharmaceutiques de très bonnes affaires. Car les premiers intéressés par le déclenchement d'une pandémie, ce sont les laboratoires. Et pour Wolfgang Wodarg, il y a une explication toute simple. Voilà plusieurs années, les pays les plus riches ont signé des contrats avec les laboratoires pour qu'ils leur fabriquent des vaccins en urgence. Des contrats déjà prêts en cas de pandémie. C'est en 2005 que les premiers contrats pour des vaccins ont été signés. Entre certains États et les laboratoires. Voici l'un de ces contrats, celui passé entre la France et le laboratoire Novartis. Il est daté du 29 juillet 2005. C'est en effet une réservation de vaccins en cas de pandémie.
Il concerne la fourniture d'un vaccin contre un virus grippal pandémique. Un contrat qui ne devient effectif qu'à une seule condition. Il y avait dans ces contrats un petit paragraphe qui disait « Le contrat sera effectif lorsque l'OMS déclarera la pandémie ». Ce paragraphe, le voici. Il précise bien que ces nouveaux vaccins ne seront vendus que si l'Organisation mondiale de la santé déclenche une pandémie. En la déclarant, l'OMS a donc activé tous les contrats, assurant au laboratoire la vente de millions de vaccins. Mais Wolfgang Wodarg se pose une autre question. L'OMS a-t-elle pris cette décision en toute indépendance ? Car dans cette organisation, la directrice Margaret Chan n'est pas seule. Elle est conseillée par d'éminents scientifiques. Et le problème, c'est que bon nombre d'entre eux travaillent aussi pour ces laboratoires et sont payés en échange de leur collaboration. On appelle ça des conflits d'intérêts. Par exemple, Neil Ferguson rémunéré par les laboratoires Baxter, GSK et Roche. Peter Figueroa rémunéré par Merck. Arnold Monto rémunéré par Medimune, Roche et Sanofi Pasteur. Et il y a également un éminent expert hollandais. Avec nous, le professeur Albert Osterhaus, le virologue le plus célèbre des Pays-Bas. Cette grippe doit nous inquiéter. C'est en tout cas ce que nous dit le virologue Ab Osterhaus. Souvenez-vous, notre virologue hollandais Albert Osterhaus. Il est président de l'ESWI, une sorte de lobby pour la vaccination contre la grippe, entièrement financé par les laboratoires. Il est aussi actionnaire de Viroclinics, une entreprise qui travaille exclusivement avec les laboratoires et les aide à mettre au point des vaccins. Des liaisons problématiques dénoncées récemment dans le très sérieux magazine Science. Une polémique qui a touché aussi la France. Visés, les experts du comité de lutte contre la grippe. Sur ces 17 scientifiques, 15 ont des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, parfois rémunérés personnellement pour leurs travaux. Alors les experts peuvent-ils recevoir de l'argent de ces laboratoires et rester tout de même indépendants ? Pour Albert Osterhaus, la réponse est toute simple. Bien sûr que je me suis posé la question. Et j'ai répondu oui. Du coup, je me suis dit, je peux donner des conseils à l'OMS. J'ai déclaré ces conflits d'intérêts à l'OMS. Et puis au final, c'est à eux de décider si je peux travailler avec eux ou pas. J'accepterais très bien qu'ils me disent, vous avez un conflit d'intérêts, donc on ne peut pas utiliser votre expertise. Quoi qu'il en soit, la course est désormais lancée pour la production du vaccin. Ils sont une dizaine de laboratoires sur la ligne de départ. Les plus importants comme Sanofi, GSK, Novartis et Baxter. Aucun de ces laboratoires n'a accepté de répondre à nos questions. Le seul qui a bien voulu nous recevoir, c'est celui qui, le premier, a mis au point le vaccin. Un petit pousset du milieu pharmaceutique que personne n'attendait et qui a pris tout le monde de vitesse. Le 19 août, c'est un laboratoire chinois situé à Pékin qui parvient avant tout le monde à fabriquer un vaccin contre cette grippe A. Ce laboratoire, c'est Sinovac, avec à sa tête Monsieur Yin. Il y a 10 ans, il a créé ce laboratoire, jeune mais ambitieux. Monsieur Yin a déjà 5 vaccins dans son catalogue. Ils sont tous joliment présentés à l'entrée de l'entreprise. Ça, c'est tous les produits que vous fabriquez. Exactement. Vous voyez ça, c'est notre vaccin contre l'hépatite A. Et celui-là, il s'appelle Hanflu. C'est celui contre la grippe saisonnière. Et puis voici sa dernière création, le vaccin contre la grippe A H1N1. Pour le produire, Monsieur Yin a tout de suite décrété la mobilisation générale des 400 personnes qui travaillent ici. C'est pour cela qu'il a été plus vite que les autres. Et ce qui est pratique avec les vaccins, c'est qu'à chaque fois, c'est le même procédé de fabrication.
C'est assez surprenant, mais pour faire un vaccin, il faut d'abord acheter des œufs. Et il en faut beaucoup, presque autant que de vaccins fabriqués. Ensuite, il faut les sélectionner. Ça se passe dans cette salle obscure. Ce qui est important, c'est de vérifier à la lampe qu'il y a bien à l'intérieur un petit embryon vivant. Car le virus de la grippe sera injecté dans l'œuf. Et grâce à cet embryon, il pourra se multiplier. Une fois qu'il a été cultivé, le virus est récolté par ces machines aspirantes. Puis il est tué pour le rendre inactif. Purifié et dilué, il est désormais prêt à être conditionné et expédié aux clients. C'est d'ailleurs ce qui préoccupe un peu Monsieur Yin. L'État chinois lui a commandé 21 millions de vaccins. Alors pas question de traîner. Quand est-ce que vous aurez fini cette série? Ce soir. Et vous produirez encore les 2 semaines qui viennent, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Combien exactement? On doit en produire encore 1 million. Monsieur Yin vend son vaccin environ 4 $, mais cette fois, vu l'importance de la commande, il a fait un prix au gouvernement chinois. Il le vend 3 $. Vous savez, le prix de revient de ce vaccin contre la grippe A, c'est le même que celui du vaccin contre la grippe normale. Vous comprendrez que je ne peux pas vous dire combien, précisément. Mais ne vous inquiétez pas, en vendant mon vaccin 3 $, je fais encore un très bon profit. Monsieur Yin a augmenté le chiffre d'affaires de son laboratoire de 60% grâce à ce vaccin. Et son bénéfice a été multiplié par 2. Tous les laboratoires producteurs du vaccin anti-grippe A en ont tiré un très grand profit grâce à sa rentabilité. C'est ce que rappelle Patrick Zilberman, historien de la santé. Et ça coûte combien de fabriquer un vaccin? 1 $. Pour la grippe saisonnière, pour la grippe A, pour n'importe quelle grippe? Oui, 1 $. Un prix de revient faible, mais en Europe, un prix de vente élevé. Car dans cette région du monde, les laboratoires ont imposé leur prix face à des États pris de panique. Les gouvernements, ceux qui avaient les moyens, en tous les cas, se sont précipités au portillon des fabricants en disant « j'en veux, j'en veux, j'en veux ». Et les fabricants leur ont dit « il n'y en aura pas pour tout le monde, faites votre prix ». En France, le gouvernement fait appel à son bras armé, les Prusses. Cette agence publique peu connue, c'est l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. C'est elle qui se charge au mois de juin d'acheter des vaccins. Comme le gouvernement décide que tous les Français qui le souhaitent puissent être vaccinés, instruction est donnée à Thierry Couder, directeur de l'Eprus, de commander 94 millions de vaccins livrés à l'automne. Tout cela n'est pas gagné d'avance. À l'époque, il y avait cette très forte tension sur le marché mondial. Il n'était pas évident que les laboratoires puissent dégager 94 millions de doses pour la France. Du coup, Thierry Couder n'est pas en position de force pour négocier. Alors l'État va payer le prix fort, 6,25 € le vaccin chez Sanofi, 7 € chez GSK, chez Novartis, c'est 9,34 €. Et le dernier, le plus cher, c'est le laboratoire Baxter. Alors, le prix par dose de vaccin en flacon multidose est de 10 €, hors taxe. Il n'y a pas eu de négociation sur le prix, absolument pas. Absolument pas. Pour vous donner une idée, la dose de vaccin contre la grippe saisonnière, récemment, c'était oui, c'est ça, à 4,10 €. Ah donc on l'a acheté plus cher que la grippe saisonnière normale? Absolument, oui. Avec un coût de fabrication qui est quasiment identique. Une dépense totale de plus de 700 millions d'euros. Additionné aux commandes des autres pays, le chiffre d'affaires pour les laboratoires est conséquent. En 2009, on aura vendu 1 milliard de doses dans le monde de vaccins contre la grippe. Ça a rapporté 24 milliards de dollars à l'industrie. Donc c'est le jackpot pour les labos là. Ça ressemble un peu à ça, ouais. Nous sommes début juillet. La France vient de passer commande pour 700 millions d'euros de vaccins. Seulement au cours de l'été, de nouvelles informations arrivent et elles sont pour le moins embarrassantes. Retour à l'Institut de veille sanitaire en région parisienne.
Le docteur Gastelu surveille toujours la propagation du virus de la grippe A. Et cette fois, il concentre ses recherches sur les pays de l'hémisphère sud. On travaille beaucoup sur le Chili, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. À ce moment-là, c'est l'hiver dans ces pays. Le virus de la grippe A est déjà en circulation. Donc on va scruter ça parce que ça va nous permettre de dire attention, c'est peut-être ce qui va nous arriver, nous, dans 6 mois. Marc Gastelu collecte sur ces pays des graphiques, des diagrammes, des tableaux remplis de chiffres. Et voici ce qu'il constate. Certes, la grippe A est plus contagieuse que la grippe saisonnière. Aussi, on le voit sur cette courbe qui est la courbe en Nouvelle-Zélande, eh bien on se rend compte que les années précédentes, ils avaient eu beaucoup moins de cas. Donc, certes, cette grippe A touche aussi les jeunes et les adultes, mais elle est très peu mortelle. Au Chili, par exemple, 104 morts. Le chiffre de 104 au niveau du Chili est quand même un chiffre relativement faible. Comparable à une grippe saisonnière ? Comparable à une grippe saisonnière. Plus important que ce qu'ils avaient relevé les années précédentes. Mais ce n'est pas la catastrophe que l'on redoutait à ce moment-là. Même si les nouvelles en provenance de l'hémisphère sud sont rassurantes, les autorités françaises continuent d'envisager le scénario du pire. Car elles ont en mémoire 2 épisodes dramatiques. Le sang contaminé en 1999. Des produits sanguins contaminés par le virus du sida et distribués à des hémophiles. Se retrouvent devant la Cour de justice de la République Laurent Fabius, Premier ministre, Georgina Dufoy et Edmond Hervé. Et puis plus récemment, en 2003, la canicule. 15 000 morts en France. Et très critiqué pour sa gestion de la crise, le ministre de la Santé, Jean-François Mattei. Alors 6 ans plus tard, pour les autorités françaises, pas question de revivre ce scénario sur cette grippe A. À l'Université Dauphine à Paris, Claude Le Pen est professeur. Il est spécialiste des questions de santé. Le vrai risque politique qui est identifié par les décideurs politiques sur toutes les affaires, sang contaminé, canicule, etc., c'est de ne pas en avoir fait assez. Alors le gouvernement va appliquer un principe inscrit dans la Constitution, le principe de précaution. Même pour un petit risque, prendre le maximum de précautions pour protéger la population. Le principe de précaution, il est surtout un principe de précaution pour l'État. Il s'agit de faire bien comprendre à la population que toutes les mesures sont prises et qu'en aucun cas les pouvoirs publics ne seront responsables des inconvénients qui pourraient s'en suivre ou des accidents qui pourraient s'en suivre. Donc c'est un moyen de protéger l'État contre les critiques, voire contre la colère de la population, le cas échéant. Et justement, la France a sous la main un outil idéal qui prévoit un maximum de précautions. Un plan prêt depuis 5 ans, son plan pandémie grippale. Un catalogue de 297 mesures pour lutter contre une pandémie. Un plan qui prévoit par exemple la suspension des liaisons aériennes, la fermeture des crèches ou l'annulation des spectacles. Seulement ce plan a été créé pour faire face à un autre virus que celui de la grippe H1N1. Un virus cousin, mais bien pire. L'État prévoit qu'il pourrait faire jusqu'à 200 000 morts. Ce virus, c'est le H5N1 de la grippe aviaire. La grippe aviaire, c'était vraiment dangereux ? La grippe aviaire était dangereuse. La grippe aviaire, il y a 50%, enfin plus de 50% de gens qui l'attrapent qui meurent. Hein. Donc vous l'attrapez, vous mourrez, enfin avec une chance sur... la grippe aviaire est extrêmement mortelle. La grippe aviaire, un virus venu du Vietnam en 2003 et qui touche la France et l'Europe. Des fermes entières sont mises en quarantaine. Des milliers de volailles meurent de ce virus H5N1. Mais voilà, bien que très mortel pour l'homme, le virus est en fait très peu contagieux. Il n'y aura que 80 morts dans le monde. Mais 5 ans après, face à cette nouvelle pandémie, la France ne veut prendre aucun risque. Tout est remarquablement préparé. Hein. C'est-à-dire que ce qui est un petit peu quelque chose de paradoxal dans ce qui apparaît rétrospectivement comme un fiasco, enfin une opération que l'opinion publique en tout cas perçoit comme un fiasco, c'est que tout ça a été remarquablement préparé.
Seulement, rien ne va se passer comme prévu. La campagne de vaccination commence le 12 novembre. Roselyne Bachelot montre l'exemple, mais peine perdue. Une série de cafouillages fait capoter toute l'opération. Les bons de vaccination tardent à arriver. Les centres ne parviennent pas à accueillir tout le monde à cause d'horaires inadaptés. Je suis arrivée à 9h moins 20 et il est 11h moins le quart. Et je suis toujours pas passée à l'accueil. 30% des médecins généralistes déconseillent même de se faire vacciner. Les Français sont peu rassurés par ces vaccins qu'on dit trop vite élaborés. Des rumeurs circulent même sur de graves effets secondaires. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était le fait que ce soit un vaccin qui soit fabriqué aussi rapidement. Sans parler du plus important des cafouillages, ce ne sont plus 2 injections de vaccin nécessaires pour être protégé, mais une seule. Car les 4 vaccins vendus en France, le Panenza, le Pandemrix, le Focetria et le Selvapan, ont d'abord été fabriqués contre le virus H5N1 de la grippe aviaire. Et les études cliniques montraient qu'il fallait bien 2 doses pour être protégé. Dans l'urgence, les laboratoires ont fabriqué de nouveaux vaccins en remplaçant le virus H5N1 par le H1N1. Ils pensaient que ça ne changerait pas grand-chose. À tort. Alors que la vaccination est déjà lancée, les résultats de nouveaux tests tombent. Avec ce vaccin H1N1, il suffit d'une seule dose pour être protégé. Du coup, la France, qui en avait commandé 94 millions, se retrouve avec 2 fois trop de vaccins. En janvier, Roselyne Bachelot en tire les conséquences. Nous avons pris la décision donc de résilier les commandes de 50 millions de vaccins. 50 millions de vaccins qui d'ailleurs n'avaient pas été fabriqués, ne sont pas livrés, bien entendu, et ne sont pas payés. Pas payés peut-être, mais l'État devra tout de même verser des indemnités aux laboratoires pour rupture de contrat. Il s'agit de plusieurs dizaines de millions d'euros. Des indemnités à rajouter à une facture totale pour la grippe A qui s'annonce salée. Il y a d'ailleurs un homme qui depuis le début tient les comptes. Il s'appelle Jean-Jacques Gégou. Il est sénateur et vice-président de la commission des finances. Consciencieusement, il a relevé toutes les dépenses. H1N1. Alors il y a bien sûr les vaccins. Pour 334 millions. 334 millions d'euros après la résiliation de la moitié de la commande. En fait, en plus et en moins. La campagne de vaccination. Il y a aussi tous les frais générés par cette campagne de vaccination, 35 millions d'euros. L'achat de médicaments comme le Tamiflu et des masques anti-grippe pour 218 millions d'euros. Tous les frais supportés par la sécurité sociale. C'est une fourchette entre 376 millions et 752 millions. Il y a également les salaires pour tout le personnel mobilisé, 250 millions d'euros. L'envoi de tous les bons de convocation. Là, 53 millions. Les spots à la télévision et les affiches pour 6,8 millions, sans oublier les centres de vaccination que j'ai évalués à 100 millions. Ne reste plus qu'à faire l'addition. 334 millions et 100. On a donc un total d'1 milliard 372,8. Ça, c'est si on est optimiste. L'autre hypothèse revient un petit peu plus cher. Donc la version maximum, 648,8. Donc ça c'est plus d'1 milliard 500 millions là. Alors ça c'est plus d'1 milliard 500 millions, ce qui quand même, je le rappelle, fait 10 milliards de francs. Il faudra encore rajouter les indemnités versées au laboratoire pour l'annulation des commandes, des dizaines de millions d'euros supplémentaires. Je pense que dans cette affaire, le gouvernement a voulu mettre un peu ceinture et bretelles, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire peut-être laver plus blanc que blanc et peut-être faire des dépenses qui pouvaient être évitées. Au total, seuls 6 millions de Français se sont fait vacciner. Pour chacun d'entre eux, l'État aura dépensé 274 €.